Le projet de loi est prêt. Il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le 27 septembre 2019, l'Assemblée nationale vote une révision de la loi de bioéthique qui modifie l'accès à la PMA. Nous parlons d'une rupture anthropologique. Nous pensons qu'il y a des risques qu'on ne peut pas négliger. Alors qui aura désormais accès à cette technique et qu'est-ce qui va changer dans notre droit pour s'y adapter ? L'extension de la PMA aux couples de femmes était à l'origine prévue dès 2013 par François Hollande. On veut vraiment la PMA pour les couples de lesbiennes dans la loi sur le mariage pour tous. Devant l'ampleur inattendue de la mobilisation contre le mariage pour tous, cette disposition est retirée du texte final. PMA signifie procréation médicalement assistée. On parle aussi d'AMP, assistance médicale à la procréation. C'est une technique médicale qui se substitue à l'incapacité pour un couple d'avoir une descendance. Parmi les techniques existantes, on trouve la fécondation in vitro. Ici, les gamètes mâles et femelles sont fécondés en laboratoire, puis implantés dans l'utérus. La GPA, ou gestation pour autrui, fait partie des PMA. Une femme accepte de porter un embryon issu de gamètes de donneurs, auquel elle remet l'enfant après la naissance. Enfin, l'insémination artificielle, technique la plus simple et la plus courante, revient à injecter directement dans l'utérus le sperme d'un donneur. En France, seule la fécondation in vitro et l'insémination artificielle sont légales. Les AMP ou PMA sont le résultat de combinaisons entre ces deux techniques. La procréation médicalement assistée peut induire des gestes intrusifs, des interventions qui sont d'ordre chirurgical, on parle même d'acharnement procréatif. On voit le nombre très relatif des résultats, entre 30 et 35% de réussite, après des tentatives multiples, et dans des contextes humains dont on ne dit pas à quel point ils sont accablés. Se mettre en danger, ben oui, on se met en danger de toute façon en faisant PMA. On se met en danger, prendre des hormones, c'est pas anodin. Une assimilation, une dépression, une assimilation, une dépression. On est dans un contexte qu'il ne faut pas idéaliser. Jusqu'ici, l'AMP était réservée en France aux couples hétérosexuels infertiles. Le CCNE, en tant que tel, recommande dans ce texte l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. L'avis du comité d'éthique donne le feu vert au gouvernement pour lancer le projet de loi. Il prévoit finalement l'accès à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules, le remboursement de ces PMA par la sécurité sociale. Enfin, la conservation des ovocytes est autorisée pour toutes les femmes jusqu'à leur quarantaine. On dit qu'il y aura aux alentours de 2200 femmes qui aspireront à bénéficier de ces techniques. On se mobilise sur des sujets qui semblent bouleverser totalement la société. Entre guillemets, on est quand même dans quelque chose de très limité. PMA, GPA, on n'en veut pas. L'homophobe qui nous fatigue. Le principal changement vient du fait que la conservation des ovocytes et la PMA seront désormais accessibles à une personne alors même qu'elle n'est pas infertile. Aujourd'hui, ce qui était de l'ordre de la stérilité biologique ou physiologique est considéré comme équivalent à ce qui est de l'ordre de la stérilité sociétale. J'ai envie d'épouser ma fiancée, j'ai envie d'avoir des enfants avec elle et j'ai envie que le pays où je suis, où je cotise, où je travaille me donne ce droit-là. Certains médecins se posent effectivement la question d'une forme d'instrumentalisation de leur pratique en disant que leur vocation c'était d'essayer de guérir. La même question elle se posait avec la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est là où il a eu la possibilité d'être reconnu dans une cause de conscience. Certains médecins demandent la création d'une clause similaire pour la PMA. Ils soulèvent d'autres objections. Finalement, on manque d'études scientifiques. L'assistance médicalisée à la procréation intervient dans les années 80 et on se rend compte quelques années plus tard que ces enfants sont en situation de crise. Et même des psychanalystes disent que l'enfant à qui on n'a rien dit ressent quelque part un manque et a besoin un peu de connaître ses origines. L'accès aux origines et la filiation. C'est sur ces questions-là que se porte le débat lors de l'examen du texte en commission. Et les députés se heurtent à un problème. Comment reconnaître sur le plan juridique la filiation entre un enfant né de PMA et un couple de femmes ? C'est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Le ministère de la Justice avait imaginé un premier système. Il était jugé discriminant par les associations LGBT et contesté par certains députés au sein même de la majorité. Le gouvernement revoit donc sa copie et met en place un système de reconnaissance anticipée lors d'une PMA pour femmes. C'est-à-dire qu'elles iraient devant le notaire
pour dire leur volonté de devenir mère. Après la naissance, elles iraient devant un officier d'état civil avec ce document, cette reconnaissance conjointe anticipée, pour être inscrites toutes les deux comme mères sur l'acte de naissance. Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, la PMA ne sera pas mentionnée dans l'acte de naissance. La filiation pour les couples de femmes dépendra du même article dans le Code civil que pour les couples hétérosexuels. Le projet de loi prévoit un autre bouleversement majeur. Une des vraies révolutions du texte, c'est l'accès aux origines. Les enfants qui sont nés d'une PMA avec un don de gamètes pourront, s'ils le souhaitent, connaître l'identité du donneur à leur majorité. Ils pourront accéder soit à des données non identifiantes, c'est-à-dire la profession du donneur, un petit descriptif, soit à des données identifiantes, donc son nom. Une évolution qui risque de faire baisser le nombre de donneurs déjà très faible. Aujourd'hui, pour les dons de sperme, il y a environ 360 donneurs par an. C'est tout juste suffisant pour combler les demandes des couples hétérosexuels. On estime qu'il faudrait peut-être le double de donneurs. Ça pourrait créer effectivement une situation de pénurie de gamètes, mais le gouvernement devrait assortir son projet de loi de campagne pour inciter aux dons. Autre solution, rémunérer les dons de sperme ou d'ovocytes. Ça existe en Espagne par exemple, pour les donneuses d'ovocytes. Ça a été évoqué à l'Assemblée nationale en commission durant les auditions. Mais ce n'est pas du tout dans les projets du gouvernement. Et ce serait vraiment une grosse rupture avec les principes éthiques français. On cherche à maintenir une éthique à la française qui, à mon avis, aura du mal à résister à l'épreuve, j'allais dire, de pression, qui ne sont pas que des pressions d'ordre idéologique, mais aussi financières. Le marché de la procréatique aux États-Unis, c'est 3,3 milliards d'euros. On savait qu'on faisait quelque chose d'illégal en France, mais qu'on faisait quelque chose de légal aux États-Unis. Des pays n'ont pas partagé les mêmes points de vue ou les mêmes valeurs que nous par rapport, ne serait-ce qu'à la procréation médicalement assistée ou même à la GPA. C'est une des principales craintes des opposants, qui évoque une théorie des dominos. Les opposants au Pacs agitent des menaces. Ce texte, a-t-on pu lire ici ou là, préparerait des évolutions plus fondamentales de notre droit. Je laisse ces conjectures à ceux qui se complaisent dans les fantasmes. Mariage pour tous, adoption pour tous. Le mariage pour tous a été voté. Il n'y aura pas de PMA. PMA pour toutes. La GPA demeurera un interdit absolu. GPA. On est dans un contexte international de dérégulation qui, d'une certaine manière, a peu à voir avec nos considérations morales.